Bonjour Gilles Catrin, merci du coup d'avoir accepté cette interview dans le cadre des élections municipales dans votre commune. Donc vous êtes tête de liste pour Saint-Genis, notre commune, notre avenir. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter votre liste? Oui, bonjour, merci de m'accorder ce temps. Donc, je suis Gilles Catrin, en effet. J'ai fait 2 mandats. J'habite dans la commune depuis un peu plus d'une trentaine d'années. J'ai fait 2 mandats comme adjoint à la culture, mais au cours du deuxième mandat, forcément, je me suis impliqué dans de nombreux autres projets, y compris les déchets, donc très éloignés de la culture, le problème des déchets sauvages. Et on a développé beaucoup d'actions dans la culture avec une dimension sociale importante. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis rentré en politique et que j'ai choisi la culture parce que la dimension sociale de l'action culturelle est essentielle pour moi et la culture me semblait un outil important pour participer à l'égalité des chances et pour avoir ce rôle social que les élus doivent tenir au cours de leur mandat. Pendant le mandat, le maire est tombé sérieusement malade il y a 2 ans, donc il m'a demandé de prendre la succession. Je ne m'étais pas projeté dans un autre mandat après ces 2 mandats, mais bon, dans le contexte, comme on avait des actions en cours et que oui, je me sentais porteur d'une mission, pour le dire de façon un peu pompeuse, j'ai monté une liste, développé un programme, partagé avec le maire. Et puis bon, il y a eu des mouvements, l'arrivée d'un nouveau directeur de cabinet, le maire est revenu sur sa décision initiale, mais bon, comme on était très engagé déjà dans notre campagne, on a poursuivi. On se trouve malheureusement maintenant dans la situation d'être 3 listes, dont la liste du maire actuel, ce qui est relativement désagréable, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Pour parler de ma liste, le principe au début, c'était d'avoir une liste qui soit vraiment humaniste d'abord, mais humaniste aussi dans le sens qu'elle voulait représenter l'ensemble des habitants de la commune. Donc c'est une liste qui est très, très diversifiée en termes d'origine sociale, de milieux socio-professionnels, de milieux culturels, de milieux cultuels. Je voulais une moyenne d'âge relativement basse, donc la moyenne d'âge est un peu en dessous de 40 ans, mais avec un éventail qui va de 22 à presque 80. Donc c'était la volonté. Moi, je voulais avoir des gens très différents pour que ça soit vraiment déjà à l'intérieur de la liste un lieu de débat, chacun portant les messages de la, de la frange de population à laquelle il appartenait, qui représentait, quoi. Très bien. Et alors justement, par rapport à la représentation des élus locaux, ce qui est effectivement leur rôle, il y a de plus en plus de communes en France et surtout par chez vous, les communes voisines suisses, qui laissent aussi les non-représentants, c'est-à-dire les habitants de la commune, euh, prendre part dans les décisions publiques, faire remonter des informations et même parfois décider. Comment vous, vous envisagez les choses par rapport à ça? Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des dispositifs particuliers au regard de ce qu'il existe peut-être déjà dans la commune pour bah, voilà, s'assurer que effectivement les représentants font bien leur rôle de représentants et que les citoyens non élus ont leur part dans les prises de décision. Ouais, enfin, c'est un point fondamental que vous soulevez. Et franchement, le modèle suisse me fait rêver parce que je regrette beaucoup qu'en réalité, le système français au niveau déjà des communes n'est pas un système réellement démocratique, il y a un bonus aux gagnants qui fait que la liste gagnante, même si elle a 50,05% des voix, elle a les 2 tiers des sièges. Donc en réalité, l'opposition a un rôle, ouais, de challenger, mais plus de figuration que réellement de participation. Donc après, ça dépend beaucoup de la personnalité du maire et de la volonté des élus d'inclure les habitants. Mais on est déjà dans un paradoxe au départ, dans la mesure où les autres listes, s'il y a 3 listes, en moyenne, ça fait 3 fois 30. Mais au deuxième tour, il y a une liste qui effectivement va avoir la majorité, pas la majorité des voix, mais plus de voix que les autres, mais elle aura une très large majorité des sièges. Donc moi, en effet, pour des raisons philosophiques, éthiques, morales, je rêverais qu'on soit capable de mettre en France, à travers des fusions ou en changeant la loi, un système sur le modèle suisse, parce que je trouve que l'idée d'avoir toutes les factions représentées en fonction du nombre de voix obtenues et l'obligation de débat à l'intérieur du Conseil, comme on a essayé de le faire à l'intérieur de notre propre liste, c'est fondamental. Cette philosophie, cette politique
du compromis, ça me semble un moyen de fonctionner au niveau des communes importantes. Je comprends que plus on monte haut, plus on va être dans des enjeux de posture, des enjeux de parti, des enjeux personnels, des enjeux différents. Mais au niveau d'une commune, on parle du quotidien des gens. C'est fondamental que chaque catégorie d'habitants puisse avoir sa voix à travers les élus. Bon, malheureusement, le système n'est pas là, sauf dans le cas d'une fusion, et les fusions, c'est encore pas quelque chose qui est vraiment dans l'esprit des gens. Et franchement, moi, je pense qu'on est en retard. Enfin, on est resté figé dans un système napoléonien au niveau des communes, et c'est dommage parce que, à mon sens, la politique réelle, elle commence au niveau des communes, elle commence auprès des habitants. Ce qui se passe au niveau national est d'ailleurs de plus en plus déconnecté du quotidien des habitants. Et si on veut réenchanter la politique, on ne peut pas juste se plaindre que la moitié des gens ne votent pas. Il faut leur donner une raison de voter. Ils voteront s'ils ont l'impression que leur vote sert à quelque chose. Avec le système qu'on a actuellement, on crée vraiment ce sentiment que leur vote n'est pas utile. Si ce n'est pas leur candidat qui a été élu, leur voix porte très peu. Et alors justement, vous, parce que en fait, il y a quand même des communes qui en France arrivent à mettre en place des dispositifs, notamment j'ai interviewé il y a quelques jours un candidat à Saint-Pierre-en-Faucigny, pas très loin de chez vous, en Haute-Savoie, qui est résident suisse depuis 30 ans et qui lui souhaite mettre en place des votations systématiques à partir de 50 habitants de la commune inscrits sur les listes électorales qui auraient signé un projet et systématiquement quand ça dépasse un certain montant, donc je crois que c'est 500 000 euros d'investissement pour sa commune. Bon, c'est un exemple, il existe plein d'autres. Il y a différents types de dispositifs qui peuvent être mis en place dans le cadre juridique français. Est-ce que vous avez prévu de mettre en Oui, place non, des mais bien choses? sûr, Voilà. c'est un point fondamental, un point essentiel de notre programme. Le premier point, c'est le changement de gouvernance. Et par changement de gouvernance, on entend une relation différente, enfin un rôle différent du maire, et qu'il soit plus un maire de droit divin, mais une vraie délégation à des adjoints autonomes et une vraie écoute des habitants et l'obligation de leur rendre compte sur les projets. Donc, selon la nature des projets, elle peut être à nature culturelle, ça peut être une question de coût, ça peut être quelque chose qui impacte leur environnement. Tous ces projets-là doivent être soumis d'une façon ou d'une autre à la connaissance de toute façon et à l'approbation, si nécessaire, des habitants, en tout cas être portés à leur connaissance. Bon, c'est encadré par la loi, par exemple, pour faire un référendum, c'est relativement compliqué en France, qui est aussi, à mon avis, une barrière, un vrai système démocratique, mais il y a beaucoup d'autres façons de fonctionner. On peut imaginer des commissions élargies, des réunions publiques sur les grands thèmes. Donc, nous, on s'est engagé à faire des réunions publiques très régulièrement sur tous les grands sujets. Il peut y avoir des systèmes de votation, il peut y avoir des sondages, il y a différentes techniques selon la nature et l'importance du projet. Mais juste pour prendre un exemple, par exemple, parce que ce n'est pas le plus important dans l'absolu, mais il est significatif. On parle d'augmenter les effectifs de police, qui sont très maigres chez nous, et d'organiser des rondes de nuit. Par contre, c'est impossible dans le bassin genevois de faire venir des policiers vu le coût de la vie. Il est absolument impossible d'obtenir qu'ils fassent des rondes de nuit s'ils ne sont pas armés. C'est la règle en Haute-Savoie, le Pays de Gex, on a rencontré toutes les grandes communes, Thonon, Annemasse, etc. Le problème de l'armement des policiers, ça pose un problème philosophique à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont contre, comme un a priori, ils n'aiment pas l'idée de policiers armés. Par contre, il y a un réalisme qui fait que s'ils sont pas armés, ils ne peuvent pas faire de ronde de nuit. S'il n'y a pas de ronde de nuit, l'efficacité est moindre. S'ils n'ont pas de ronde de nuit, leur salaire est moindre. Donc, c'est une raison de moins de joindre une commune comme la nôtre. Donc, c'est typiquement un débat qu'on va organiser publiquement. On va expliquer aux gens que, bah, comme chaque médaille a deux côtés, il y a effectivement la dimension morale, éthique, philosophique autour de l'amourement, mais il y a le côté pragmatique que si on veut renforcer les forces de police et avoir des rondes de nuit, il faut l'envisager. Et voilà, on soumettra ça à l'avis de la population et on, se- on suivra ce que la majorité souhaitera. Moi, je ferai valoir mon point de vue, qui est le cas échéant est très pragmatique. Il faut des rondes de nuit et s'il faut passer par l'armement, à mon sens, il faut le faire. Mais je ne l'imposerai pas aux habitants s'il y a une volonté d'aller contre ça. Donc c'est juste Voilà. un exemple, mais il me semble assez Oui, symptomatique. c'est C'est très pas une intéressant question comme de doute, exemple. c'est vraiment quelque chose qui repose sur des a priori que les gens peuvent avoir, du ressenti, de l'émotionnel, etc., quoi. C'est sûr. Et puis dans les sondages, on voit aussi que dans les communes, en tout cas, c'est une thématique importante. La sécurité, ça fait partie voilà, mais c'est un choix politique, comme vous dites. Il faut arbitrer entre des avantages, des inconvénients.
Et donc là, quand vous dites ça, que vous organiserez, voilà, vous ferez bien, voilà, passer le message, les scénarios. Comment vous voyez, ce seraient des gens donc qui assistent à la réunion publique qui tranche ou vous... Mon souhait à ce stade, et j'en ai déjà parlé avec des gens susceptibles d'y participer, c'est d'organiser des tables rondes, d'en faire venir des professionnels, par exemple, les gens qu'on a rencontrés de Thonon et Admas qui ont ce même type de problématique de sécurité en général et d'armement en particulier. Moi, on exposera donc les deux côtés, les deux facettes de la problématique et on laissera aux gens le choix parce que il faut comprendre que oui, comme chaque médaille, il y a deux côtés. On ne peut pas demander Mais plus de ce sera sécurité. les gens qui viennent à la réunion, Oui, parce c'est qu'il y a ça. des gens, il y a beaucoup de gens Oui, qui, oui, par plein de raisons, on invite faute de les gens. temps, faute d'envie, ne se déplacent pas à ce type de réunion. C'est pour ça qu'il y en a qui proposent des votations en mettant une urne dans la commune. Comment vous... Et sur certains sujets, ça pourrait être fait par votation, mais là, c'est typiquement un sujet qui a besoin d'un débat. C'est typiquement des choses sur lesquelles il faut un échange. Si vous faites juste une votation, vous allez retomber sur le oui-non basé sur les postures a priori que les gens ont Ah, pourtant, en Suisse, c'est sur une justement, question en aussi fait, c'est le délicate fait pour de moi. pouvoir voter qui permet aux gens de s'informer et de se documenter. Après, peut-être que vous vous dites que comme on n'est pas habitué en France, il Oui, faut c'est que ça. les gens On n'est viennent pas du tout physiquement à un dans cette endroit où on est culture. sûr On n'est qu'ils pas ont... dans cette culture de votation. Mais sur certains sujets, on peut très bien imaginer, par exemple, je prends un autre exemple, les pistes cyclables. Souvent, il y a un conflit entre l'utilisation voiture et l'utilisation piéton-cycle, cycle surtout de certaines voies. On a une route départementale qui relie le centre-ville à un centre d'activité important qui est le CERN. Et pour des raisons X ou Y, notamment des contraintes de la DREAL, le département ne peut pas faire une piste cyclable à cet endroit-là. Or, il y a une petite route à travers les champs qui est empruntée par des gens qui font le trafic frontalier, et pas par les gens qui habitent. Il n'y a que 5 6 maisons. Donc nous, notre volonté, c'est de couper cette route à la circulation et de la réserver aux cycles et piétons. Alors c'est sûr, c'est des sujets qui vont poser des questions parce que là, à nouveau, les gens aimeraient avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou c'est difficile de faire un choix. Donc là, typiquement, on le fera sous forme de votation. On fera une Ok, information en disant ben, voilà le problème, voilà les alternatives. Le département ne veut pas ou ne peut pas faire une piste cyclable. Donc la solution, c'est de mettre cette voie en réservée aux habitants et de la fermer à la circulation de transit, qui est pratiquement la seule circulation sur cette voie, quoi. très bien. Et pour finir, donc la question qu'on aime bien aborder, justement, vous en avez parlé aussi, en France, le cadre juridique national enferme aussi quand même dans la liberté d'action des communes, notamment par exemple une commune ne pourrait pas décider de fonctionner différemment au niveau du poids des différentes personnes qui ont remporté les élections. Vous donniez cet exemple-là de politique nationale qui influe finalement le fonctionnement des communes. Donc nous, c'est pour ça qu'on aime bien aussi demander aux candidats enfin, selon quels critères, sûrement, le moment venu, donc dans un an, si vous êtes élu maire, vous devrez exercer ou non votre droit de parrainage à un candidat pour qu'il ou elle accède au premier tour à l'élection présidentielle. Euh, En général, il y a 7 maires sur 10 qui décident de ne pas parrainer. Je n'ai pas regardé le choix qu'avait fait le maire sortant. Comment vous pensez prendre votre décision le moment venu, seul, avec votre équipe, une consultation, et sur la base de quels critères? Bon, ça rejoint un peu effectivement mon premier propos. Je regrette que la politique au niveau national, au niveau des députés, soit de plus en plus découplée de la réalité du terrain et entraîne un plus en plus grand désintérêt des gens pour la politique. Donc, c'est clair que je soutiendrai sans doute un candidat sous réserve qu'il soit crédible comme personne et que son programme soit crédible, mais quelque chose auquel j'attacherai de l'importance, c'est sa sensibilité aux problèmes locaux. On a d'énormes problèmes de santé publique, par exemple. Sur le pays de Gex, on est à moins d'un tiers de la moyenne nationale de médecins. On a de plus en plus de problèmes, effectivement, de tranquillité publique, notamment sur toutes les villes frontalières, et
des forces de gendarmerie et de police nationale qui n'augmentent pas pour des raisons de restriction de budget au niveau national. Enfin, il y a des tas de problématiques de cette nature et on a vraiment l'impression que, les, que c'est désaccouplé. On a le sentiment que l'État pousse de plus en plus de charges sur les communes et les communautés de communes, et en même temps réduit de plus en plus les subventions de différentes natures. Donc il y a une espèce de grand écart qui s'exécute, qui s'effectue, qui est au détriment des habitants. Donc je soutiendrai un candidat qui a conscience, qui ne fait pas qu'en parler ou qui ne fait pas qu'une table de ronde de temps en temps avec deux, trois journalistes pour faire des photos, quelqu'un qui comprend vraiment. Alors, je regrette un peu parce qu'on revient un peu à l'esprit du XXe siècle où c'était le notable local qui connaissait bien la vie locale, qui se faisait élire député, qui se battait essentiellement pour les intérêts locaux. Il- pour moi, un député, voire un sénateur, mais en tout cas un député, il doit trouver un équilibre entre sa mission politique au nom des causes général qui défend et du parti auquel il appartient, mais qu'il ait une vraie attache sur le terrain, une vraie connaissance du terrain. Alors, pas spécifiquement du village où il est né, mais au moins de ce qui se passe en moyenne, enfin, les problèmes qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire français, quoi. Comme les problèmes de santé par exemple. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite de campagne. Merci.